Bonjour à tous. Donc là, c'est notre troisième événement de l'année pour le programme Protophilo qui est organisé par la Bibliothèque Cusin. Je remercie tout d'abord Peggy Tessier qui est venue chaleureusement ce soir pour nous présenter l'ouvrage Le corps accidenté, qui est un ouvrage qui est issu de ses travaux de recherche de thèse en doctorat qu'elle a soutenu en 2014. Non, je l'ai soutenu en 2012. 2012, pardon. Le livre est sorti en 2015. Beaucoup plus tard, ouais. Un peu plus tard. Voilà, donc c'est un travail qui va nous intéresser à double titre, non seulement parce que c'est une publication qui est publiée dans une collection chez le PUF, et aussi parce que du coup, ça a demandé un travail de reconfiguration du texte qui était au départ un travail de doctorat qui est devenu un livre. Donc elle va certainement nous parler de ces étapes de travail dans l'histoire de l'édition du livre. Voilà, mais je ne vais pas parler plus longtemps, je te laisse la parole Peggy, et je remercie nos collègues libraires de chez Vrin de nous accueillir ce soir et de vous accueillir également. Bonne soirée. Eh bien, tout d'abord, je remercie Charlotte de m'avoir fait le plaisir de m'inviter pour parler de mon ouvrage et dans ce lieu qui est un lieu symbolique pour moi. Donc mon livre intitulé Le corps accidenté, bouleversement identitaire et reconstruction de soi, c'est un livre qui a été donc publié en 2015 et qui est le fruit du travail que j'ai effectué en thèse, mais en version très remaniée. Tout d'abord, c'est un condensé, il a été délesté de beaucoup de références et aussi de 2 chapitres, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans cette présentation, je voudrais revenir rapidement sur l'itinéraire que j'ai suivi pour fournir ce travail, pour aborder le sujet qui m'intéressait, à savoir le handicap accidentel, et cela en vous donnant des éléments importants qui ont agencé ma réflexion. J'expliquerai donc d'abord ma démarche en rappelant les enjeux qui sont dans cet ouvrage, les enjeux de cet ouvrage, la méthodologie sur laquelle je me suis appuyée et la délimitation du champ de recherche qui, vous le verrez, est une délimitation pas évidente pour une thématique comme celle-là, et qui se veut essentiellement interdisciplinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par la suite, ou pour finir, je reviendrai sur un exemple précis que j'ai traité dans un des chapitres, l'analyse d'une blessure particulière qui est la défiguration. J'aurais pu prendre les autres, mais bon, voilà, j'avais envie d'illustrer mon propos aujourd'hui avec cette blessure-là. Donc, de manière générale, dans ce travail, j'ai d'abord exploré la problématique du handicap physique, cela à partir d'une analyse philosophique de l'accident et du corps accidenté. Donc, l'idée de construction de soi, traitée à partir des bouleversements identitaires après un accident, est clairement le fil conducteur de ce travail. Donc, je vais vous donner quelques enjeux, du moins 3 grands enjeux de ce travail. Tout d'abord, un premier enjeu était de penser une philosophie du handicap à partir d'une philosophie générale du corps et constituer ainsi, ou contribuer ainsi, à une philosophie, à cette philosophie générale du corps. Et plus généralement d'ailleurs, mes recherches sur ce thème ont relevé de ce qu'on entend par philosophie générale. Pourquoi? Parce qu'il m'a été apparu clair que les thématiques de l'accident et du handicap physique faisaient intervenir presque à tous les champs de la philosophie. Que ce soit l'esthétique, la métaphysique, phénoménologie, à évidemment la philosophie de la médecine et l'éthique. Donc penser à l'accident corporel, c'est finalement concevoir cet accident ou ce phénomène comme un phénomène philosophique total. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de cette référence que je fais à Marcel Mauss sur l'idée que la philosophie qui traite d'une thématique comme le handicap doit être une philosophie qui intègre absolument tous les aspects qui nous permettent de comprendre une thématique comme celle du handicap. Alors mon livre réinterroge donc le statut philosophique du corps à partir d'un type particulier, d'un type de modification corporelle particulier, donc les modifications accidentelles. En fait, l'expérience de l'accident m'a semblé effectivement décisive pour penser le rapport contemporain au corps. Pourquoi?
Parce qu'il m'a semblé que dans cette épreuve singulière de l'accident, le corps se retrouve soudainement modifié, remis en cause dans son unité. Et donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce point, le fait qu'il y ait un avant et un après-accident. Le second enjeu de ce travail était de penser ou de concevoir le handicap à partir d'une cause possible, donc l'accident. J'aurais pu évoquer ou travailler essentiellement sur la maladie, j'ai choisi de le faire sur l'accident. Donc, approcher cette thématique du handicap, évidemment on l'approche à partir des conséquences, c'est essentiellement de cette manière que l'on approche le handicap, en sociologie, en histoire, etc. Pour des raisons qui sont évidemment des raisons légitimes, on s'intéresse aux conséquences. Toutefois, on pourra y revenir par la suite, il m'a semblé important, dans un travail de philosophie, de revenir sur les causes. Car il me semble que le sens donné aux causes, maladie, accident, définit au moins en partie le sens donné au handicap lui-même. Je m'expliquerai un peu plus loin, mais je peux déjà dire maintenant que le sens donné à l'accident contribue à définir le cadre de sa prise en charge et à délimiter les champs des vies possibles pour les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap, les personnes porteuses de handicap, pour être tout à fait correcte. À partir donc d'une matrice conceptuelle qui a fait l'objet d'une grande partie de mon travail, ce livre a consisté à élaborer un questionnement philosophique du corps accidenté, je l'ai déjà dit, mais au confluent des théories du handicap et de celles traitant de notions d'identité et de reconstruction de soi. Le troisième enjeu de ce travail était de penser une transformation corporelle non voulue. Il y a un nombre d'ouvrages assez conséquents sur des philosophes qui travaillent beaucoup sur les transformations corporelles voulues, à savoir les marques d'identité portées sur le corps, telles que la scarification, le tatouage, et j'en passe. Mais là, il m'a semblé original de traiter précisément d'une modification corporelle qui n'est pas volontaire, qui arrive en dépit de toute volonté humaine. Et cela, malgré finalement une volonté constante d'en réduire les risques. Là aussi, nous pourrons y revenir si ça vous intéresse, mais la notion de risque est aussi là très importante, puisque la notion d'accident est une notion qui est inscrite dans une histoire sociale, une histoire juridique, une histoire qui porte en elle des notions comme celle de responsabilité, de risque, etc. Donc le rapport accident-handicap ne se situe pas hors de la société ni en marge, mais bien un rapport que l'on retrouve notamment reposé dans les progrès de la médecine, par exemple, car on assiste à un nombre très important de guérison des maladies mortelles et des accidents graves, et cela va amener évidemment ce progrès, va entraîner en tout cas des conséquences, des problèmes nouveaux. Évidemment, on ne va pas remettre en cause ces progrès, on est bien content qu'ils existent. Toutefois, il y a effectivement, d'un point de vue théorique, du moins, des problèmes nouveaux qui se soulèvent, puisque les malades sauvés restent souvent handicapés d'une manière ou d'une autre. Donc, je passe maintenant aux questions qui ont été posées dans ce livre et auxquelles j'ai essayé de répondre. Une question très simple mais très difficile, qu'est-ce qu'un accident ? Tout simplement. Une question très philosophique, une question très complexe, mais qui m'a permis aussi de délimiter ce que j'entendais ici par accident et ce sur quoi je me suis essentiellement, ce sur quoi j'ai apporté mon attention. J'ai porté mon attention. Une question qui a été posée très clairement dans cet ouvrage, c'est comment finalement le corps blessé, le corps accidenté, va-t-il être perçu et accepté par le blessé lui-même, mais surtout par les autres, enfin ou même l'inverse, par les autres et surtout par l'individu lui-même. Comment ce blessé va-t-il concevoir ce corps, ce passage d'un corps valide à un corps handicapé, ce passage d'un corps dit normal à un corps dit différent,
tout ça sont évidemment toujours autour d'une matrice conceptuelle qui a agencé, qui a accompagné mon travail. Une autre question se pose finalement, comment un individu peut-il se construire une identité personnelle à partir de données corporelles contradictoires qui sont attachées finalement à un avant et un après accident. Plein d'autres questions ont été posées, mais on peut dire aussi de manière générale que la question qui supporte un peu les autres aussi, c'est cette vieille question de Spinoza, qu'est-ce que peut un corps, d'une certaine manière. Donc pour tenter de répondre à ces questions, il m'a fallu délimiter mon champ de recherche. Alors, cette délimitation, c'est d'abord faite par la délimitation de la notion d'accident. Pour répondre à ces questions, il fallait revoir ce que l'accident, comment l'accident finalement est un concept central de l'histoire de la philosophie et comment finalement l'accident a toujours été pensé comme ce qui, par rapport à la substance, et comme quelque chose qui modifie l'être de multiples manières. Et donc on pense, en tout cas moi j'y ai beaucoup pensé, à cet exemple de l'homme amputé qui donc perd une jambe, ne devient pas pour autant un autre homme. Donc c'est cette question-là qui revient notamment chez Aristote, puisque c'est l'initiateur un peu de cette histoire de l'accident. Mais l'accident est aussi, évidemment, un mot du langage courant, avec de multiples acceptions au sens large. L'accident, c'est un événement qui peut être simplement décrit comme contingent. Il est d'ailleurs défini comme contingent sans motif apparent, affectant une personne ou un groupe de personnes, en interrompant le déroulement normal, probable ou attendu du temps. Autrement dit, il est souvent présenté comme fâcheux, comme ce qui n'aurait pas dû se produire. Il peut aussi être associé à l'idée plus ancienne de fatalité. Quoi qu'il en soit, en tout cas, l'accident peut frapper chacun d'entre nous, quel que soit notre statut, quelle que soit notre condition sociale. Donc il a le pouvoir, c'est un événement qui a un certain pouvoir. Il a le pouvoir de venir rompre en tout cas l'idée d'un continuum attendu et espéré de ce que l'individu attend d'une vie normale. Toujours entre guillemets. On voit tous à peu près ce qu'on y met, mais en tout cas, on sait surtout que lorsque ça arrive, qu'on la perd, cette vie normale. On ne sait pas ce que ça veut dire quand il n'y a rien à signaler, mais quand il se passe quelque chose, on sait ce qu'on a perdu. Donc, il vient rompre aussi cet accident avec l'histoire personnelle telle que l'individu se la représentait. En partant de cette définition de l'accident telle que je l'ai donnée, la victime d'un accident est porteuse d'un traumatisme et va devoir se reconstruire à partir d'une identité personnelle altérée. Alors, une deuxième délimitation de mes recherches qui m'ont suivi jusqu'au bout de cet ouvrage, c'est de délimiter ce que j'entends par handicap. Je ne traite pas de tous les handicaps. J'ai choisi de me concentrer sur le handicap physique. Qui plus est, un handicap qui génère des blessures visibles portant atteinte à l'intégrité du corps. Ces blessures étant des blessures définitives et qui sont des blessures qui laissent des séquelles visibles physiques. Donc je laisse de côté toutes les questions relatives au handicap psychique et je laisse de côté aussi toutes les questions qui ont trait à l'altération de la conscience. Quand bien même un accident peut altérer la conscience de manière ponctuelle, disons après un accident de voiture, on perd conscience, on est amené à l'hôpital aux urgences, etc. On retrouve conscience, on peut avoir un discours sur l'événement. Voilà de quelle manière j'ai délimité cette notion de handicap. Encore
une autre délimitation, c'est que ce handicap physique accidentel ne traite pas ou ne s'intéresse pas, même si ces questions sont passionnantes, des questions d'accidents génétiques. Là encore, vous m'aurez compris, je ne traite essentiellement que de l'accident qui arrive et qui vient couper en deux un projet de vie. Encore là, j'ai même aussi délimité à la vie adulte. J'aurais pu aussi prendre des exemples ou des références qui parlent essentiellement des accidents chez les enfants, etc. Mais j'ai laissé de côté cette idée-là, qui aurait été aussi un travail très intéressant, très difficile sans doute, mais que j'ai laissé de côté pour les raisons de temps et sans doute pour d'autres raisons à l'époque. Alors il s'agissait donc d'observer des blessures suffisamment graves pour entraîner un véritable bouleversement de l'identité et qui pose la question d'une reconstruction, c'est-à-dire la question d'un après-accident. Donc clairement les blessures superficielles et les blessures du petit quotidien sont en ce sens hors champ, même si de la même manière ces questions posent des questions philosophiques, mais je ne les traite pas non plus dans cet ouvrage. Ma méthodologie, alors, j'ai utilisé un certain nombre de matériaux que je prends un verre d'eau parce que j'ai la bouche complètement sèche, que je vais évoquer maintenant. Je ne suis pas trop longue, ça va ? Non, c'est très bien. Alors, l'idée c'était de trouver une méthodologie qui traite de ces questions philosophiques de la manière la plus pertinente, sachant que le handicap est à la fois la notion d'accident et la notion de handicap sont deux notions, deux thèmes ou deux événements, deux choses extrêmement larges. Et donc il m'a fallu faire un tri dans la mesure où en plus je n'avais pas mon propre terrain. En tant que philosophe, il aurait été intéressant sur une thématique comme celle-là d'avoir mes propres enquêtes, mes propres entretiens avec des personnes accidentées, mais dans la mesure où j'occupe une fonction qui est une fonction autre que celle que je suis en train de vous présenter, c'est-à-dire ma fonction de chercheur, je n'ai pas pu faire ce terrain, malheureusement. Donc je me suis appuyée sur des matériaux existants. Donc il m'a semblé ici important d'aller voir du côté de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, mais pas seulement, qui s'intéressent au handicap. Alors c'était pour moi une manière de faire un travail interdisciplinaire, une analyse philosophique du corps accidenté s'inscrivant dans un travail interdisciplinaire. Donc ce recours à des disciplines multiples m'a demandé une vigilance méthodologique et épistémologique particulière. Dans ce travail, outre les références philosophiques, je me suis particulièrement appuyée sur des concepts et des matériaux qui ont été élaborés par des anthropologues, des sociologues, mais aussi des psychologues. Pour autant, il était important pour moi que ce travail reste à tout moment un travail philosophique. Et c'est une ligne que j'ai essayé de garder du début jusqu'à la fin. Il n'y a donc dans ce livre pas une partie sociologique, puis une partie juridique, puis une partie médicale, mais bien l'utilisation philosophique des concepts qui sont issus de ces disciplines, ainsi que les matériaux sur lesquels je m'appuie. Alors, ma conception du handicap, elle s'inspire notamment de l'interactionnisme de Goffman, qui nous donne une vision du handicap en termes de stigmates, donc essentiellement je m'appuie sur l'ouvrage le plus connu, Stigmates, de 1975. Et j'ai pris chez Goffman cette intuition selon laquelle finalement les interactions entre valides et handicapés sont intrinsèquement ambivalentes. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans l'illustration, le cas de la défiguration. L'anthropologie et l'histoire ont été largement convoquées aussi,
Je me suis notamment essentiellement appuyée sur les travaux d'Henri-Jacques Sticker, qui est un anthropologue français, qui a écrit un livre qui n'a pas son équivalent aujourd'hui sur l'histoire de l'infirmité. Donc le livre s'appelle l'histoire de l'infirmité, mais aujourd'hui on pourrait l'appeler l'histoire du handicap, puisque ça ne s'arrête pas au concept d'infirmité pour désigner le handicap, mais il va bien au-delà de cette notion-là. Et j'y reprends notamment un concept très important sur lequel il s'appuie, qui n'est pas de lui, qui est le concept de liminalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. La liminalité, ça a été d'abord initié par un ethnologue qui s'appelle Van Gennep. Je ne sais pas si c'est Van Gennep ou Van Gennep, enfin Van Gennep, on va dire, en 1980. Ce concept, ça permet en fait de situer le handicap comme un phénomène d'entre-deux. C'est-à-dire le fait que le handicap, finalement, c'est toujours, pour l'individu porteur, une difficulté de dépasser le seuil, d'être toujours entre deux, ni tout à fait dans la capacité, ni tout à fait incapable de faire les choses, toujours en situation intermédiaire, donc inqualifiable. J'y reviendrai plus tard. Donc c'est intéressant de voir comment finalement cette notion de liminalité montre que la notion de handicap est tout à fait favorable dans l'idée qu'il s'agit bien d'une situation, il s'agit bien d'un environnement qui n'est pas approprié aux individus porteurs de handicap. Bon, ça c'est un peu trivial, mais on pourra y revenir si vous voulez. Enfin, je m'appuie aussi donc, sur la médecine, la philosophie de la médecine, mais quand même une description médicale de chacune des blessures, sur la chirurgie et sur la psychologie, dans la mesure où j'y analyse, donc, dans une partie de l'ouvrage, les blessures, d'abord sur les aspects médicaux de ces blessures, puis sur l'épreuve de l'accidenté, donc l'épreuve de l'accident et comment cette personne blessée va se reconstruire ou pas. Donc là, il y a aussi cette notion de traumatisme sur laquelle j'aurais peut-être pas le temps de revenir, mais je vous en dirai quand même un mot. Si j'ai le temps, je ne sais pas quelle heure il est. Bon. Alors, les matériaux que j'ai utilisés dans ce travail sont des matériaux extrêmement diversifiés. Tout d'abord, comme je l'ai évoqué précédemment, j'utilise des matériaux qui sont issus de différentes disciplines, donc ça peut être des enquêtes, des entretiens sociologiques. Mais aussi, je m'appuie sur des films, quelques films qui ont permis d'illustrer mon propos, et quelques romans, ainsi que des autobiographies, des témoignages autobiographiques, donc qui ont été pour moi vraiment des matériaux importants, à défaut d'avoir pu avoir mes propres matériaux. Le choix de ces films et de ces romans n'avait pas pour objectif d'indiquer quel était le meilleur roman ou quel était le meilleur film qui parle du handicap. C'était au contraire un outil heuristique donc ces outils heuristiques m'ont permis finalement d'appuyer mon analyse philosophique le temps où je les utilisais. Donc à tout moment, c'était ces matériaux étaient une occasion de penser la thématique du handicap par le biais d'autres matériaux que des matériaux universitaires. Et c'était aussi une manière de montrer comment, à la manière de Cavell, je ne sais pas si vous connaissez Cavell, comment finalement le cinéma peut donner ou présenter des réalités.
Donc je vous renvoie là, si ça vous intéresse, notamment à un numéro très bien de critique qui date de 2005, qui a été dirigé par Sandra Auger, pas sûr, mais peut-être, sur le philosophie et le cinéma, dans lequel vous trouvez un article de Sandra Auger sur Cavell, Stanley Cavell, qui est un philosophe américain, qui évoque le réalisme au cinéma et comment finalement la philosophie peut venir ici y trouver des éléments importants pour agencer des idées, pour s'appuyer sur le cinéma. Quant à la littérature, elle est utilisée, encore là, une référence qui est à peu près dans la même mouvance, selon une approche qui est celle de Nussbaum, Martha Nussbaum, qui est une philosophe aussi américaine, qui, elle, donc, dans le premier ouvrage, je vous ai dit critique, je ne sais plus quel numéro, et là, l'ouvrage de Martha Nussbaum, c'est La connaissance de l'amour. C'est un ouvrage qui a été qui est paru en 2010 ou qui a été traduit en 2010, je ne pourrais plus vous dire si c'est... J'ai mis 2010, il faudrait vérifier si c'est la traduction, si c'est la date de parution. Là encore, la littérature, pour Martha Nussbaum, c'est une approche particulière où se mêlent littérature et contenu philosophique. Il y a finalement dans la littérature une forme une expression de la vérité. Je m'arrête là parce que je me souviens plus très bien, c'est un peu loin, donc je risque de dire des bêtises, je continue. Aussi, de la même manière que pour les films et les romans, j'ai utilisé également donc, des autobiographies qui m'ont été bien précieuses, notamment Jean-Luc Simon, qui est une autobiographie d'une personne qui est devenue paraplégique par accident à 25 ans et qui écrit extrêmement bien son expérience et son épreuve du handicap. Voilà, mais je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. Donc ces fictions, les romans et les films, m'ont semblé développer un discours, une vision originale sur le handicap accidentel, sur la construction identitaire, et elles m'ont permis finalement de donner une expérience, de m'appuyer sur une expérience de pensée, plutôt que d'enquêter sur des représentations sociales du handicap ou de l'accident. L'idée n'était pas de faire de la représentation du handicap, mais bien de présenter ou de faire sortir une analyse de ces matériaux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Non. Alors, comment se découpe ce livre? Très rapidement, en 5 moments, 5 moments et 5 chapitres en tout, ou 7 chapitres en tout. Dans un premier temps, initialement, dans ma thèse, il y avait 9 chapitres. J'en ai supprimé 2. Un des chapitres a été reversé dans le dernier chapitre sur la reconstruction de soi, mais il y en a un qui était le 2e chapitre de ma thèse, que j'ai retiré et qui aujourd'hui est publié sous forme d'article dans une revue qui s'appelle Médecine Sciences et qui a pour intitulé Le corps monnayable. Ce chapitre, au départ, traitait de la prise en charge sociale de l'accident. C'était un chapitre assez dense, dans lequel j'ai donné une contenance juridique à la notion d'accident et en retraçant notamment son histoire sociale, s'inscrivant évidemment dans la révolution industrielle, la Première Guerre mondiale avec les gueules cassées. Là encore, je vous renvoie sur les gueules cassées si ça vous intéresse à un ouvrage qui reste un ouvrage de référence de Sophie Delaporte sur les gueules cassées. Je crois qu'il date de 98, mais je peux me tromper, je l'ai pas noté. Donc ce chapitre, je l'ai retiré de cet ouvrage, mais
faut savoir qu'évidemment, ce qui m'intéressait dans cette prise en charge de l'accident, c'était les notions de réparation, de compensation du handicap accidentel, le fait qu'on expertise le handicap, qu'on donne une notation de handicap sur une échelle qui est déterminée par des experts médecins. Et toutes ces questions, c'était des questions passionnantes, mais que je ne pouvais pas garder, enfin, en tout cas à la maison d'édition, les PUF ne souhaitaient pas que je garde ce chapitre, parce que précisément, c'était une thématique à elle toute seule, en réalité. Donc bon, voilà, du coup, je l'ai retirée. Alors du coup, pour en revenir à ces 5 moments, je définis d'abord le corps accidenté à travers une histoire des dénominations et de ses conséquences. Donc c'est d'abord un travail nomologique. Je passe de la monstruosité à l'infirmité puis au handicap, qui sont des concepts qui ont jalonné l'histoire du handicap, pour définir un corps dit anormal, allant de son exclusion radicale à son acceptation progressive. J'explore la figure du monstre, la notion d'infirmité que j'ai traitée par ailleurs, enfin dont je vous ai parlé, que je reprends d'Henri-Jacques Sticker, qui pose quant à elle la question de la renormalisation des corps infirmes et de leur réintégration. Puis donc cette notion de handicap, qui est la notion la plus moderne, mais pas la moins équivoque, et c'est un concept qui n'est toujours pas stable. Elle remet notamment, elle a pour principal objectif de remettre la personne au centre du dispositif, donc on lui doit largement cet aspect-là. Je ne vais pas, parce que c'est un peu long et j'aimerais bien quand même qu'on discute, mais bon, je pense que vous savez comment elle se définit. Aujourd'hui, on la définit par trois niveaux de conséquences: l'incapacité, la déficience et le désavantage. C'est ce qu'on retrouve dans la définition de 2005, qui n'a toujours pas été modifiée, à vrai dire, passée, je crois que c'est la loi, oui, c'est la loi de 2005, il me semble. La définition du handicap, elle est finalement d'abord dépendante de la notion de déficience, donc de l'atteinte du corps, de la notion d'incapacité, c'est-à-dire le fait d'être limité dans l'accomplissement des activités au quotidien, et du désavantage, les problèmes sociaux qui en résultent. Donc, ici encore, il a fallu que je convoque l'histoire, qu'elle soit médicale, l'histoire plus largement, au sens plus large, la sociologie, l'anthropologie, etc. Il y a beaucoup de répétitions là, donc je vais passer un peu. Je vous ai parlé déjà du chapitre de la prise en charge du handicap. Je consacre ensuite un chapitre sur un essai de distinction. Je dis bien un essai de distinction parce qu'il m'a été extrêmement difficile de faire ce travail, et je pense qu'aujourd'hui il est encore très insatisfaisant, sur une distinction portant sur accident-maladie. Deux phénomènes qui, au premier abord, semblent, si on les prend à partir de cette notion de handicap, similaires par plusieurs aspects, mais différents par leurs épreuves d'une certaine manière, et aussi par leur prise en charge. Donc, ce chapitre, qui est un essai, m'a permis en tout cas de porter une attention particulière aux causes possibles de handicap, maladie et accident, et tous deux, d'une certaine manière, vont se manifester comme une rupture dans la vie d'une personne. Toutefois, je pose l'hypothèse que l'accident entretient un lien particulier avec l'instant, avec une forme de temporalité bien particulière qui est l'instant, la soudaineté, et qui vient précisément se distinguer de ce qu'on envisage, même si la maladie peut arriver tout à coup. L'annonce de la maladie, c'est quelque chose qui se fait brutalement pour la personne qui écoute cette annonce. Toutefois, il me semble que dans un cadre plus large, dans une temporalité plus large,
on parle d'accident comme un événement soudain et qui vient frapper et qui vient rompre, couper en deux le temps pour en faire un avant et un après. Bon, et dans ce chapitre, je me suis essentiellement appuyée sur Canguilhem pour parler de la maladie, pour essayer de voir quelle était la similarité de la maladie et de l'accident, notamment par la perspective de ce qu'il entend par une autre allure de la vie quand il définit la maladie. Cette idée, elle s'oppose à une conception du pathologique qui était définie par Claude Bernard notamment, sur l'idée que finalement le pathologique n'est pas une variation d'un état de l'état normal d'un individu ou d'état de santé, mais bien dépendante de la personne qui l'éprouve. Une autre allure de la vie remet d'une certaine manière la personne dans le dispositif. Et je ne sais pas si je vais continuer, parce que là, je ne sais pas. Là, je passe aux analyses de blessures significatives. Si, ça va? Ça ne vous embête pas? Parce que c'est complètement informel, hein, vous pouvez vous m'arrêter quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, je me suis appuyée dans un second temps. C'était une seconde partie de la thèse, et dans l'ouvrage, c'est devenu des chapitres à part entière, sur 3 types de blessures. J'en ai choisi 3, j'aurais pu en choisir d'autres, mais je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces 3 types de blessures. Tout d'abord, la blessure médulaire, plus connue par d'autres dénominations comme la paraplégie ou la tétraplégie, selon la paralysie concernée, soit 2 membres ou 4 membres. L'amputation, comme deuxième blessure. Encore là, amputation est aussi un terme un peu difficile à définir, mais l'amputation ici, c'est toujours dans un cadre, celui d'accident. Donc ça peut être l'amputation d'une jambe naturelle, une amputation naturelle, mais aussi l'amputation chirurgicale due à des conséquences physiques graves qui nécessitent l'amputation d'un ou de plusieurs membres. Puis la défiguration, qui est donc le dernier type de blessure significative sur laquelle je me suis appuyée. Alors, ces 3 blessures ont un point commun, c'est qu'elles viennent modifier visiblement une identité corporelle, puisque elles le font de manière du moins radicale. Pour chacune de ces blessures, donc, mon travail a consisté d'abord d'écrire des enjeux médicaux généraux, puis l'épreuve corporelle qui les singularise chacune. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète un peu. Pour ces 3 blessures, j'ai pu prendre en tout cas le regard à la fois du médecin, prendre le regard de celui qui subit la blessure, et prendre le regard des autres sur cette blessure, et donc sur ce corps blessé. L'idée étant, finalement, aussi d'apporter un regard sur les progrès technologiques et médicaux, qui sont des projets, des progrès fulgurants ces dernières années. Finalement, au-delà de l'expérience de la perte, qui est une expérience commune à ces 3 blessures, perte du visage, perte d'un membre, ou perte de la motricité, et qui vise en cela l'idée d'une réintégration sociale. Par exemple, le fauteuil roulant, l'idée de parler d'une prothèse, que ce soit une prothèse de jambe, mais le fauteuil roulant est également une prothèse, et aussi c'est l'occasion de parler des greffes, dans le cas de la défiguration notamment, la greffe du visage. Ces analyses m'ont permis en tout cas de voir comment la reconstruction identitaire des accidentés pouvait être double d'une certaine manière. Elle concerne à la fois la réparation des corps, mais aussi l'adaptation de l'individu à une situation corporelle nouvelle. Alors, comme je vous avais promis de reprendre un exemple particulier, je vais faire une petite digression sur la défiguration. La défiguration, on l'appelle aussi blessure du visage, blessure de la face, c'est souvent de cette manière qu'on la retrouve dans
dans les publications médicales, puisque en fait c'est un terme qui est issu, c'est anglo-saxon en fait. On n'a pas d'équivalent, je crois, de traduction pour le visage. Donc c'est the face. En termes médicaux, on appelle ça aussi le traumatisme maxillofacial. Il s'agit bien là d'un traumatisme physique, une blessure violente qui a été causée par des types d'accidents comme l'accident de la circulation, l'accident du travail, mais aussi, et là encore, on peut en discuter, mais j'y ai intégré les tentatives de suicide. On pourrait imaginer que les tentatives de suicide ne font pas partie de ce qu'on entend par accident. Là encore, on peut en discuter. Moi, je les ai comptabilisées comme, puisque une tentative de suicide, c'est quelque chose de enfin, c'est d'une certaine manière, l'accident est la conséquence de, je veux dire, la défenestration et l'arme à feu devraient normalement tuer, et la personne se retrouve défigurée, ou paraplégique, etc. Et donc, là encore, c'est pas je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que je dis, et n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Donc la blessure au visage est, parmi ces trois blessures, celle qui semble la plus redoutée, parce que la plus spectaculaire, parce que c'est précisément celle qui paraît la plus extrême. Pourquoi ? Parce qu'on attribue habituellement au visage l'idée de support identitaire, que c'est la partie la plus exposée du corps, et que de manière assez clairement identifiable, on se rend compte que cette blessure, elle ne permet plus à l'individu de se retrouver parmi les autres de manière simple. Donc le visage va être, lorsqu'il est touché, un handicap d'apparence essentiellement, plus qu'un handicap au sens de l'incapacité ou de la déficience telle que on peut l'évoquer pour les autres blessures, puisque finalement, pour citer David Le Breton dans Des visages, la défiguration est un handicap d'apparence, c'est un terme que je reprends de lui. C'est une amputation de l'identité personnelle et sociale. L'infirmité qu'elle signale tient en l'altération profonde des possibilités de relations. C'est essentiellement les relations qui sont biaisées, et là encore on peut s'appuyer sur un interactionnisme de Goffman et sur les termes de stigmate, plus que sur l'idée de l'incapacité ou de ne plus être en mesure d'intégrer un environnement. C'est le regard qui va conditionner la réintégration sociale de la personne défigurée. Donc effectivement, la gravité physique de cette blessure n'est pas forcément la plus élevée. Par exemple, elle n'implique pas nécessairement une atteinte fonctionnelle de l'organisme. Dans certains cas, elle ne touche pas des fonctions primordiales comme manger, boire, goûter, etc. Je ne dis pas dans toutes, du moins en passant les premiers soins, il semblerait que c'est pas là que se joue le problème de la personne qui se retrouve du jour au lendemain avec un autre visage. Donc s'il y a une nécessité d'une reconstruction du visage, cela va donc correspondre à une deuxième phase de l'accident, celle de l'après-accident. En fonction des séquelles qui occupent le visage, le médecin va s'employer à redonner au blessé une apparence acceptable, plus supportable, et j'ai lu souvent plus humaine. Je pense notamment à Isabelle Dinoir, qui était quand même la première référence de greffe partielle du visage. Alors c'était en 2002, tiens, je ne me souviens plus, 2006, je ne me souviens plus, première greffe du visage, qui dit après s'être fait greffer le visage, j'ai retrouvé une apparence humaine. C'est-à-dire qu'elle-même ne se considérait plus du tout comme un être humain. Après l'accident, je vous rappelle un peu les faits, elle s'était fait mordre par son chien. Alors après, il y a eu toute une contradiction sur ce qui avait été dit. Apparemment, elle avait fait une tentative de suicide, son chien avait tenté de la réveiller en lui grattant le visage. Bon. Mais bon, peu importe, de toute façon, elle s'est retrouvée avec ce visage
blessé, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Ça, c'est encore elle, je la cite une nouvelle fois dans un entretien qu'elle a fait pour Le Monde. Dans certains films et romans que j'ai utilisés, on retrouve d'ailleurs cette idée de cette rupture de l'identité comme une rupture qui a l'image d'une mort. Et souvent les auteurs de romans qui mettent en avant des protagonistes qui sont blessés du visage, ou dans les autobiographies sur lesquelles je me suis appuyée, on retrouve cette idée de mort. C'est-à-dire que, d'ailleurs je reprends les phrases d'un roman sur lequel, que j'ai beaucoup aimé lire et sur lequel je me suis quand même beaucoup appuyée, qui est le roman d'Anthony Casas-Ross, qui s'appelle Le théorème de Modovar, dans lequel le protagoniste a subi un accident de voiture et il se retrouve défiguré. Et il dit « Le destin m'a fait cadeau de me tuer très tôt pour que je commence à vivre. Tu es dans ma chair, tu es dans mon visage, mais pas dans mon âme. » Et toujours dans le même roman, il dit « Un homme sans visage est un pronom indéfini. » Pour lui, finalement, l'utilisation du pronom indéfini, le « on », c'est l'idée qu'il n'y ait plus de jeu, de lieu de reconnaissance de son identité, d'une certaine manière. Donc, il est aujourd'hui une chose sans nom, un « on », quelque chose d'indéfini. Bon, voilà, c'était pour vous donner un petit exemple de roman sur lequel je me suis appuyée. D'ailleurs, vraiment, il était vraiment très très bien. Et je vais m'arrêter là parce que ensuite je reviens un peu sur des choses sur lesquelles je vous ai déjà parlé, sur lesquelles j'ai déjà évoqué, notamment la notion d'immunalité, etc. Donc je préfère maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions à me poser. Je vous remercie de votre attention. Merci Peggy. Merci. J'ai une série de questions. Allons-y. Je les ai notées par peur d'oublier. Mais ma première question, et vous avez dit que c'était une de vos démarches, une de vos nombreuses démarches, c'est la question du rapport de l'identité d'une personne qui a un corps accidenté à l'esthétique. Mm-hmm. Parce qu'en fait, et là je reviens à la citation que vous venez de donner, sur cette idée d'âme, je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand on a un corps accidenté, on se sent comme forcé de sortir du champ du beau auquel on a l'impression de ne plus pouvoir appartenir. Ni dans les faits, ni potentiellement. Donc on se réfère à quoi? Au sublime, qui est avant tout affaire de supplément d'âme aussi. Donc voilà, c'était ma première question. Alors, c'est plus je suis d'accord avec vous pour dire qu'effectivement, la plupart des choses que moi j'ai pu lire, et notamment les autobiographies sur lesquelles je me suis référée, la notion de beau est toute relative, elle est plus plotinienne, on va dire, parce que précisément, comme vous dites, elle se retrouve, le beau, c'est sans doute plus quelque chose qu'on retrouve dans l'âme que dans le beau corps. Et évidemment, si on retranscrit cette conception du beau dans un monde contemporain, eh bien, c'est très difficile de faire abstraction de ce type de handicap, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le corps et l'identité passent beaucoup par le corps. Donc, cette dimension esthétique, elle est en permanence prise en compte. Et elle est très chargée. Elle est dans ce qu'on entend par corps accidenté, en tout cas dans ce que j'ai pu envisager.
j'ai pas pu me défaire un seul moment de cette notion de symétrie, par exemple, ou de voilà, mon corps est asymétrique, ou parce qu'il me manque une jambe, donc j'ai perdu cette symétrie, notamment pour un peu illustrer ce point esthétique dont vous faites allusion. Je me suis référée à un film qui s'appelle Zoo. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film de Peter Greenaway des années 80, mais je ne me souviens plus quelle date. Et où en fait, cette conception du beau est présente du début jusqu'à la fin. En gros, hein, pour vous faire vite, la protagoniste est unijambiste, elle se retrouve unijambiste à l'issue d'un accident grave de voiture. Mais tout ça est dans un contexte extrêmement esthétique, onirique, pardon. C'est sublime à l'image, parce que c'est une très belle femme, qui est très désirée en tant que... presque en tant qu'unijambiste. Enfin, il y a toute une redéfinition du beau dans ce film, à travers une perspective du corps morcelé, en fait. C'est-à-dire comment finalement on redéfinit le beau à travers cette thématique, à travers la modification corporelle. D'ailleurs, il y a un chirurgien fou qui passe son temps à modifier sur cette bonne femme, qui lui dit qu'il faut vous amputer la deuxième jambe pour que vous soyez, vous ayez complètement atteint la symétrie parfaite, etc. Enfin, donc c'est un peu, ce que vous me dites me fait un peu, pour moi, fait écho à cette référence sur laquelle je me suis... C'est qui le réalisateur? C'est Peter Greenaway. Et après, il y a plein d'autres choses dans ce film. Il y a énormément de clés mais en tout cas, l'accident est la clé principale pour comprendre le film. Après, c'est dans un zoo. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a toute la sphère du cirque, parce qu'évidemment, on y retrouve là aussi toutes les thématiques du cirque, c'est-à-dire la femme tronc, l'unijambiste, etc. Enfin, on est très proche finalement de ces aspects esthétiques qu'on retrouve aussi dans le cirque. Voilà, et spectaculaire et extrême, etc. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais en tout cas, ça m'évoque ce film sur lequel je me suis appuyée notamment pour cette partie sur l'amputation. Et sur le fantasme, et sur la... Oui, moi j'ai aussi une question. Tu parles de reconstruction. Revenir sur vos questions après. On alterne. Tu parles de reconstruction, ouais. Et tu parlais de réadaptation corporelle. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu présupposes donc un équilibre en fait, d'origine avec son corps, une construction, puisqu'il faut reconstruire. Est-ce que du coup, il y a un équilibre avant, et du coup, l'accident va briser ça? Alors, et quel est cet équilibre? Oui, c'est une très bonne question en fait. Parce que d'une certaine manière, s'il y a un équilibre, on n'en prend pas conscience. On prend conscience de cet éventuel équilibre lorsqu'on n'a plus, en fait, lorsqu'on est dans la perte. Mais notre corps au quotidien, on ne prend pas conscience qu'il fait plein de choses, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire telle ou telle chose. Donc qu'il ne puisse plus te représenter dans une société, parce que précisément, les gens vont plus s'adresser de la même manière. Alors après, je fais juste une parenthèse. C'est très difficile d'avoir fait ce travail quand on est une personne valide, qu'on n'a pas subi soi-même un handicap, et qu'on essaye de parler d'expériences qui sont des expériences intimes dans sa chair, etc. Je l'ai fait toujours en essayant de rester toujours consciente de ça, et en m'efforçant de donner une analyse philosophique des concepts que j'avais en main. Voilà. Donc, pour revenir à la question que tu posais, moi je pense effectivement que cette notion d'équilibre est biaisée, et je m'appuie sur Canguilhem pour dire, et je suis d'accord pour dire que c'est une autre allure de la vie, plus que l'idée qu'on perd un équilibre. Voilà, on est la pleine santé n'existe pas au sens où Claude Bernard pouvait le définir, c'est-à-dire en tant que... Oui, voilà, c'est ça. C'est la question de la normalité. C'est la question de la normalité, qui est une question vaste. Mais
sais pas si je réponds complètement à ta question. Et du coup, la reconstruction, elle se pose pas tellement... c'est vrai qu'elle ouvre plutôt sur des aspects psychologiques, plus que sur seulement la reconstruction physique. Il y a certes, c'est vrai, il y a cette étape de reconstruction physique. Là, il y a plein de choses qui existent pour que l'individu puisse se reconstruire. D'abord, puisse reconstruire son corps, donc à l'aide de prothèses s'il souhaite en mettre une. Greffe du visage. La greffe du visage, si, et encore la greffe du visage, bon, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est extrêmement difficile de déterminer à qui on va faire une greffe, etc. Ça a encore d'autres aspects éthiques dont on pourrait parler. Donc il y a ces aspects-là de reconstruction physique, médicale, et puis il y a bien sûr la reconstruction qui se fait avec soi-même, oui, c'est-à-dire l'épreuve de soi. Les deux sont parallèles, c'est interdépendant. Mais c'est interdépendant puisque effectivement... Tu dis la greffe du visage, quand oui. on regarde son truc, et je redeviens un humain, donc ça veut dire quand même Oui, que... tout à fait, parce que certains trouvent une réponse dans ce type de reconstruction, mais tout le monde ne trouve pas une réponse dans ce type de reconstruction. Tout le monde ne se reconstruit pas, d'ailleurs, de la même manière, et puis ça ne dépend pas d'une volonté particulière de se reconstruire non plus. Il y a des superman de handicap, des gens qui ils arrivent à vraiment surmonter le truc parce qu'ils ont une force, une volonté incroyable, et puis d'autres qui n'ont pas la... Ça, j'essaye aussi de bien situer ça comme une épreuve qui demande à faire un deuil de son corps d'avant, et certains peuvent dépasser et renaître dans un nouveau corps, dans un nouveau potentiel corporel. Je cite ici Eve Gardien, qui parle de nouveaux potentiels corporels, ou pas en fait, en réalité. Après, il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de prothèses pour se reconstruire. Qui vont au-delà, oui, dans 10 ans. Qui vont trouver, par exemple, une reconstruction dans les activités sportives. Je pense à Jean-Philippe, comment il s'appelle? Celui qui met la prothèse, je sais pas. Celui qui a amputé des 4 membres en fait, qui a fait la nage, qui a traversé la Manche à la nage et qui a traversé d'autres mers, je me souviens plus. Bon, ça va pas me revenir. Il s'appelle Jean-Philippe quelque chose, ça finit par on, mais ça va pas me revenir. Qui est resté longtemps sans prothèse et qui est, évidemment, il a nagé, il a traversé la Manche avec des palmes prothésées, enfin des prothèses, je ne sais pas comment on appelle ça, des palmes, mais longtemps il est resté sans prothèse puisqu'il n'en avait pas besoin. Il s'est montré à la télévision comme ça, sans prothèse. Évidemment, ça a été une étape extrêmement longue et douloureuse, avec une perte aussi familiale, c'est-à-dire que sa femme est partie. Enfin, il faut quand même... Ce livre ne traite pas de l'environnement dans lequel va revenir l'individu blessé, c'est-à-dire un environnement évidemment très altéré par ce type de blessure. La famille est évidemment partie... va être évidemment très éprouvée par ces changements-là aussi. Mais ça, j'en parle pas tellement. Enfin voilà, je sais pas si je réponds complètement à la question, mais un petit peu, je pars un peu dans tous les sens. On t'enverra les questions. Tu me reposes. Tu peux, hein, on me repose à chaque fois. Mais du coup, ça me questionne sur le terme même de reconstruction. Est-ce que finalement c'est un bon terme parce que reconstruction, ça donne l'idée qu'il faut revenir à l'état précédent l'accident? Et est-ce que ces exemples-là ne montrent pas que finalement c'est dans la continuité de la construction de soi et que l'accident peut être à son tour pris comme un événement de la vie qui fait partie de la construction identitaire, mais il n'y a pas de cette idée de retour à la normale, puisqu'en fait finalement on peut intégrer l'accident, le prendre sur soi, voire même doubler dans son processus de construction et d'aller beaucoup plus vite, de performer son corps. Et du coup, le terme reconstruction, quelque part, il est peut-être plus si adapté que ça dans le...
C'est intéressant dans le schéma identitaire. C'est vrai, je me suis posé plusieurs fois la question, mais en réalité, dans reconstruction, c'était pas l'idée de revenir avant, mais de parler plutôt de renaissance. C'est-à-dire, c'était l'idée... Réconciliation. C'était l'idée d'une réconciliation et surtout l'idée qui n'est pas la mienne, mais que j'ai lue à plusieurs reprises, qui est l'idée d'une mort et d'une transcendance. Et pas d'une seconde naissance, mais d'une renaissance à partir de ce qu'on de ce qu'on est, c'est-à-dire on renaît un peu de ses cendres d'une certaine manière. C'est pareil, c'est encore quelque chose que j'ai entendu d'un grand brûlé notamment. C'était quand même une phrase assez qui est assez intense. Il y a toujours cette idée de renaissance, toujours. Et à chaque fois, c'est Jean-Philippe est mort telle date, il est mort le 25, il donne une date précise, dans un accident de voiture. Je suis aujourd'hui, etc. Et c'est toujours ces phrases qui reviennent dans toutes les autobiographies sur lesquelles je me suis appuyée. Donc il y a vraiment cette idée qui est vraiment spécifique précisément à l'accident. Qu'on ne retrouve pas dans des discours portant sur l'annonce de la maladie ou sur l'épreuve du cancer, etc. Là, je suis morte. Il n'y a pas cette idée de renaissance qui est quand même spécifique à cette expérience de l'accident. Et non, justement, je voulais parler de ça parce que du coup, je me demandais, quand on apprend qu'on a une maladie grave, il y a quand même un changement brutal, il y a quand même une cassure. Effectivement, dire que je suis mort alors que je ne veux pas contrôler la maladie, c'est peut-être complètement impossible. Alors, il y a peut-être... Donc, il n'y a peut-être pas justement ce mécanisme de renaissance dont tu parles. Parce que justement, quand tu as une maladie, tu es là pour te battre alors que l'accident t'a épargné. Donc du coup, c'est... Finalement, ça se comprend. C'est ça, c'est ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant. C'est l'idée, effectivement, d'avoir vu... d'avoir vécu un événement grave, violent, soudain, et d'avoir survécu. Tandis que la maladie te demande d'avoir de la volonté, et donc du coup c'est pas forcément... Oui, c'est vrai que ça se joue vraiment dans une temporalité qui, pour moi en tout cas, est quand même différente. C'est qui des questions aussi Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur, vous en avez parlé notamment avec le on impersonnel, oui. Sur la positivité qu'il y aurait justement à un accident, sur la possibilité de donner du sens. Est-ce que vous auriez peut-être rencontré quelque chose comme un critère qui ferait justement qu'il y aurait des possibilités de donner du sens dans certains cas, qu'il n'y en aurait pas dans d'autres? Alors, vous parlez des individus en particulier, c'est-à-dire comment ils peuvent trouver du sens Des individus ou des accidents en particulier. Est-ce qu'il y aurait eu des critères ou peut-être des types que vous avez rencontrés? C'est vraiment une question assez... Alors moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai délimité aussi l'accident à l'accident donc aux gros accidents. Donc on retrouve essentiellement les accidents de la circulation, les accidents domestiques, les accidents du travail. Après les tout petits accidents, je les traite pas du tout, enfin je m'en occupe pas du tout. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour chaque accident, effectivement, le sens donné, il est inscrit dans une histoire. C'est-à-dire que l'accident, par exemple du travail, c'est né avec la révolution industrielle. Donc il y a du sens qui est donné à partir du moment où on va parler de prise en charge. À partir du moment où on va prendre en charge les blessés des chemins de fer, etc. Enfin, pour moi, là, il va y avoir une recherche de sens. Pourquoi la société me fait travailler de manière aussi dangereuse en utilisant des techniques si peu maîtrisées. Enfin, et puis il y a des associations qui se créent. Alors pour moi, le sens va être donné à partir du moment où on va vouloir en donner, et on en donne par l'intermédiaire aussi de la prise en charge, de l'indemnisation, le fait de vouloir remettre en course, dans la course, ces gens qui sont blessés,
mais qui doivent continuer à travailler, parce qu'à l'époque, du moins au début du XXe siècle, les gens devaient continuer à travailler. Il fallait trouver des postes qui correspondent à leur... voilà, c'est-à-dire encore aujourd'hui, hein, c'est la même chose. Mais ça pour moi, ça peut être un premier élément de réponse. Donner du sens, c'est s'inscrit effectivement dans une histoire sociale de l'accident. Après, donner du sens comme dans l'épreuve de soi, de soi en tant que personne accidentée, c'est encore une autre manière effectivement de traiter de cette thématique. Et là encore, il y a effectivement plusieurs manières d'éprouver cet accident qui dépend aussi de la forme que ça prend. C'est-à-dire que j'ai traité de 3 blessures. Bon, la personne qui est amputée de sa jambe, elle va vivre cette épreuve d'une manière différente de celle qui va perdre son visage. Et pareil pour la blessure médulaire. Je sais pas, enfin par exemple pour la blessure médulaire, eh bien le sens qui va être donné à cette blessure, c'est souvent l'annonce du handicap. C'est-à-dire que le médecin qui va annoncer à une personne qu'elle ne va plus marcher, c'est une donnée forte, c'est un premier sens, une première façon de prendre conscience que ce handicap est définitif, par exemple. Je ne sais pas si je réponds vraiment D'une question, oui. D'une autre question, il y avait aussi le sens en tant que raison qui justifie, en tant que ce qui permet d'accepter. Ah, d'accord. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que les psychologues parlent d'étapes. Oui. Il y a l'étape du grand bouleversement de la prise de conscience, de l'annonce du handicap. Il y a l'étape du deuil du corps d'avant. Et puis il y a cette étape de reconstruction. C'est des étapes qui sont clairement définies dans les expertises psychologiques, quoi. Voilà. Je sais pas si... Ouais. Je pense que c'est aussi beaucoup, si je peux me permettre, une question de reconnaissance. Est-ce que je pense qu'après la connaissance du fait et de l'accident, se pose nécessairement la question de la reconnaissance de soi. Et parfois, la perception de soi est beaucoup plus violente que celle qu'autrui va porter sur ce nouveau corps. Bien sûr. Et c'est une petite transition. Et là, ma question. Pour le miroir, par exemple, avec le défiguré, c'est une première grande étape de mise en sens de ce qui se passe pour lui. C'est-à-dire, il se voit pour la première fois avec un autre visage. En général, le miroir finit brisé. Je ne sais pas si vous avez vu La Chambre des officiers, mais voilà, c'est quand même une expérience qui est redondante. C'est la possibilité de se regarder dans le miroir, de se reconnaître. Donc oui, vous avez absolument raison. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quand les accidents en question se situent au niveau des interstices des concepts que vous évoquez. C'est-à-dire que parfois, on est véritablement à la lisière de la maladie et de l'accident. À la lisière aussi du visible et de l'invisible. Et je prends l'exemple des malformations congénitales qui font qu'on est avec. Et là, je ne sais pas si vous évoquez ça dans votre section des progrès de la médecine. Ben justement, j'ai pas évoqué. Dans ma présentation, j'ai indiqué que je mettais de côté précisément la malformation congénitale, etc. Parce que précisément, c'est encore... c'est rentré dans autre chose. C'était l'idée pour moi de vraiment de délimiter cette notion d'accident à seulement l'accident qui arrive comme événement brutal qui vient rompre un projet de vie, quoi.
Mais pour le coup, à cet égard aussi, c'est intéressant le cas des malformations congénitales, parce que même si c'est quelque chose qui est consubstantiel au corps, le progrès de la médecine fait aujourd'hui qu'on peut y remédier, sauf que c'est très récent. Et pour beaucoup, il a dû y avoir plusieurs opérations pour pouvoir régler cette question-là. Et il se trouve que pour beaucoup aussi de personnes, chaque opération chirurgicale a constitué un événement dans la vie de chacun. Et je pense que c'est très intéressant aussi quand on porte un intérêt sur la localisation de la malformation. Ouais. Je faisais un stage à l'ONU il n'y a pas très longtemps, et c'est la première fois qu'a été posée la question de la fistule obstétricale et les complexités relatives à l'intégration sociale de ces femmes-là. Et pourtant, c'est invisible. Ouais. En soi, il suffit de mettre des vêtements et c'est caché. Et il y a de toute façon cette question d'intégration sociale alors que les autres ne le voient pas. Donc c'est aussi très intéressant de oui, je suis d'accord avec vous. C'est sur vrai le que visible et l'invisible. vous avez raison de dire que les frontières sont extrêmement minces poreuses, ouais. et poreuses, et que précisément un travail comme celui-là devrait peut-être faire moins abstraction de cette frontière. Malheureusement, vous imaginez si j'avais dû... je peux pas non plus ratisser trop large parce qu'en fait je perdais l'idée quand même de toute cette conception sur laquelle je me suis appuyée, qui était vraiment l'idée d'un avant et d'un après, qui s'inscrit dans une temporalité particulière. Et dans le cas que vous énoncez, qui est un cas passionnant, qui me semble être d'un intérêt certain, mais qui ne rentre pas dans ce type de recherche que j'ai essayé de baliser le plus possible. Voilà. Enfin, j'espère que c'est une réponse. Alors, c'est une question que vous m'avez déjà posée, mais plutôt sur les questions de handicap psychique, qui sont des handicaps invisibles, et qui posent les mêmes problèmes d'intégration ou de réintégration sociale. Mais c'est vrai que c'est pas un mode d'emploi, quoi. L'idée de mon travail, c'était pas de fournir quelque chose qui puisse être appliqué de manière plus large à d'autres. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur les délimitations des recherches que j'ai faites. Voilà. Merci beaucoup. Merci Peggy. Merci. Merci beaucoup.